L'Open Web Application Security Project, connu sous le nom d'OASP, est une fondation internationale à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la sécurité des logiciels et des applications web. Elle rassemble des chercheurs, des développeurs, des experts en sécurité et des entreprises du monde entier qui contribuent librement à la production de ressources, d'outils et de guides accessibles à tous. Parmi toutes les ressources produites par cette communauté, l'OASP Top 10 est sans doute la plus connue et la plus utilisée dans le domaine de la cybersécurité applicative. Il s'agit d'un document de référence, mis à jour périodiquement, qui recense les 10 catégories de risques de sécurité les plus critiques affectant les applications web. Ce document ne liste pas des vulnérabilités isolées, mais des familles de risques récurrents, construites à partir de données réelles collectées auprès de milliers d'applications analysées partout dans le monde. Pourquoi l'OASP Top 10 est-il si important dans le cadre d'un cursus DevSecOps et cybersécurité? Parce qu'il constitue un langage commun entre les équipes de développement, les équipes de sécurité, les testeurs d'intrusion, appelés aussi pentesters, et les responsables métiers. Lorsqu'un expert en sécurité parle d'une injection ou d'un problème de contrôle d'accès, tout le monde dans l'équipe doit savoir de quoi il s'agit, quel est le risque réel et comment y remédier. L'OASP Top 10 fournit ce cadre de référence. La version la plus récente et actuellement la plus utilisée est celle de 2021. Elle remplace la version de 2017 et intègre de nouvelles catégories reflétant l'évolution des pratiques de développement et des architectures modernes. Applications en nuage, microservices, interfaces de programmation applicative, etc. Voici les 10 catégories de l'OASP Top 10 dans leur version 2021, avec pour chacune une description claire et un exemple concret. 1. Contrôle d'accès défaillant. Broken Access Control. Il s'agit de la première catégorie, celle jugée la plus critique. Elle recouvre toutes les situations où un utilisateur peut accéder à des ressources ou réaliser des actions qui devraient lui être interdites. Par exemple, un utilisateur connecté avec un compte standard peut modifier l'identifiant dans l'adresse web d'un profil, comme passer de /profil 123 à /profil 124, et accéder aux données personnelles d'un autre utilisateur. Ce type d'attaque s'appelle une référence directe non sécurisée à un objet. Dans un pipeline DevSecOps, les tests automatisés doivent inclure des vérifications de ce type de contrôle. 2. Défaillance cryptographique. Cryptographic failures. Anciennement appelée exposition de données sensibles, cette catégorie concerne les problèmes liés à la mauvaise utilisation ou à l'absence de chiffrement pour protéger des données sensibles. Par exemple, stocker des mots de passe en clair dans une base de données, transmettre des informations bancaires via une connexion non chiffrée, sans HTTPS, ou utiliser des algorithmes de chiffrement obsolètes comme MD5 ou SHA-1 pour hacher des mots de passe. Ces erreurs exposent directement les données des utilisateurs en cas de compromission. 3. Injection. Cette catégorie regroupe toutes les attaques où un attaquant parvient à injecter des données malveillantes dans un interpréteur, base de données, système d'exploitation, moteur de template, etc., pour lui faire exécuter des commandes non prévues. L'injection SQL est l'exemple le plus classique. Si une application construit une requête SQL en concaténant directement les données saisies par l'utilisateur, un attaquant peut saisir une chaîne comme OR, un égal 1 pour contourner une authentification. Les injections peuvent aussi viser les commandes système, les entêtes LDAP ou les modèles de rendu côté serveur. 4. Conception non sécurisée, Insecurity Design. Nouvelle entrée dans la version 2021, cette catégorie met l'accent sur les failles qui trouvent leur origine dans la phase de conception de l'application. Bien avant que le code ne soit écrit. Une application peut être codée correctement, mais reposer sur une architecture fondamentalement insécurisée. Par exemple, un système de récupération de mots de passe basé sur une question secrète dont la réponse est facilement devinable est une faille de conception. La sécurité doit être intégrée dès les premières étapes du projet. C'est l'un des principes fondamentaux du DevSecOps. 5. Mauvaise configuration de sécurité. Security Misconfiguration. C'est l'une des catégories les plus fréquemment rencontrées en pratique. Elle recouvre toutes les erreurs de configuration des serveurs, des cadres de développement, des bases de données, des services en nuage ou des conteneurs. Par exemple, laisser des comptes administrateurs avec des mots de passe par défaut, afficher des messages d'erreur détaillés contenant des informations sur la structure de la base de données, ou laisser des fonctionnalités non utilisées activées. Dans un contexte DevSecOps, les outils d'analyse statique de configuration, comme des scanners d'infrastructure sous forme de code, permettent de détecter ces problèmes automatiquement dans le pipeline d'intégration continue. 6. Composants vulnérables et obsolètes. Vulnerable and Outdated Components. Les applications modernes reposent sur des dizaines, voire des centaines de bibliothèques et de composants tiers. Si ces composants contiennent des vulnérabilités connues et ne sont pas mis à jour, ils deviennent une porte d'entrée pour les attaquants. L'incident Log4Shell en 2021 en est un exemple retentissant. Une faille dans une bibliothèque Java très répandue. Log4j a exposé des millions de serveurs dans le monde entier. Dans le pipeline DevSecOps, l'analyse de la composition logicielle, Software Composition Analysis, permet de détecter automatiquement les dépendances vulnérables à chaque livraison de code. 7. Défaillance d'identification,
et d'authentification, Identification and Authentication Failures. Anciennement appelée authentification défaillante, cette catégorie concerne les problèmes liés à la gestion des identités, des mots de passe, des sessions et des jetons d'authentification. Par exemple, une application qui autorise des mots de passe trop simples, qui ne limite pas les tentatives de connexion, permettant une attaque par force brute, ou qui ne protège pas correctement les jetons de session, permettant leur vol ou leur réutilisation, entre dans cette catégorie. La mise en place de l'authentification à plusieurs facteurs est une mesure clé pour réduire ce risque. 8. Défaillance dans l'intégrité des logiciels et des données, Software and Data Integrity Failures. Nouvelle catégorie en 2021, elle concerne les situations où le code, les mises à jour ou les données critiques sont utilisées sans vérification de leur intégrité. Par exemple, une application qui télécharge et exécute automatiquement des mises à jour depuis une source non vérifiée peut être compromise si cette source est contrôlée par un attaquant. Cette catégorie inclut également les attaques sur les pipelines de livraison continue, où un attaquant peut insérer du code malveillant dans la chaîne de construction. Ce type d'attaque est appelé attaque de la chaîne d'approvisionnement logiciel, ou supply chain attack. L'affaire SolarWinds est l'exemple le plus médiatisé de ce type d'attaque. 9. Défaillance dans la journalisation et la surveillance, Security Logging and Monitoring Failures. Si une application ne consigne pas correctement les événements de sécurité, tentative de connexion échouée, accès à des données sensibles, erreur applicative suspecte, il devient impossible de détecter une attaque en cours ou de l'analyser après coup. Cette catégorie souligne l'importance de mettre en place une journalisation complète et une surveillance active. Par exemple, une application victime d'une attaque par force brute, qui ne génère aucune alerte, laisse l'attaquant agir indéfiniment sans être détecté. Dans une chaîne DevSecOps, l'intégration d'outils de surveillance et d'alerte dès la phase de développement est une bonne pratique fondamentale. 10. Falsification de requêtes côté serveur, Server-Side Request Forgery. Dernière entrée de la liste, cette catégorie a fait son apparition en 2021 en raison de sa fréquence croissante dans les architectures modernes basées sur les microservices et les services en nuage. Une attaque de type falsification de requêtes côté serveur se produit lorsqu'un attaquant manipule une application pour qu'elle effectue des requêtes réseau à destination de ressources internes que l'attaquant ne devrait pas pouvoir atteindre directement. Par exemple, si une application permet à l'utilisateur de soumettre une adresse web que le serveur va interroger, un attaquant peut soumettre l'adresse d'un service interne. Comme 169 254 169 254/latest/metadata sur les infrastructures Amazon Web Services, pour récupérer des informations confidentielles comme des clés d'accès. Comment utiliser l'OWASP Top 10 dans la pratique? L'OWASP Top 10 ne doit pas être compris comme une liste exhaustive de toutes les vulnérabilités possibles. C'est un outil de priorisation. Lorsqu'un expert en sécurité réalise un test d'intrusion d'une application web, il utilise cette liste comme point de départ pour orienter ses investigations vers les zones les plus susceptibles de présenter des failles critiques. De même, dans une équipe de développement, l'OWASP Top 10 sert de référence pour les revues de code, les formations des développeurs, et la définition des critères d'acceptation de sécurité dans le pipeline d'intégration et de livraison continue. Merci d'avoir patienté. Certains outils d'analyse statique du code source, Static Application Security Testing, et d'analyse dynamique, Dynamic Application Security Testing, référencent directement leurs résultats par rapport aux catégories de l'OWASP Top 10, ce qui facilite la communication entre les équipes. Il est également important de noter que l'OWASP publie des listes spécialisées, comme l'OWASP Top 10 pour les interfaces de programmation applicative, Top 10 API Security, dont nous reparlerons dans des chapitres ultérieurs du cursus. Car les applications modernes reposent massivement sur ce type d'architecture. En résumé, maîtriser l'OWASP Top 10, c'est connaître les 10 familles de risques les plus critiques et récurrents sur les applications web. Savoir associer chaque catégorie à des exemples d'attaques concrets. Comprendre comment chaque catégorie se relie aux pratiques DevSecOps, tests automatisés, analyse de code, surveillance, disposer d'un vocabulaire commun pour communiquer efficacement avec les équipes de développement et de sécurité. Ce cadre de référence sera la colonne vertébrale de nombreux chapitres à venir dans ce cursus, notamment lorsque vous apprendrez à réaliser des tests d'intrusion, à analyser des vulnérabilités et à mettre en place des mécanismes de correction et de prévention dans vos pipelines de livraison sécurisés.